Les négociations entre l'Ukraine et la Russie stagnent. 4 séries de négociations russo-ukrainiennes à Abu Dhabi n'ont pas résolu la question territoriale clé, et la question des garanties de sécurité des États-Unis s'y ajoute maintenant. C'est l'évaluation de Reuters sur les négociations. Et les arguments des experts sont les suivants. La Russie continue ses attaques contre le système énergétique de l'Ukraine et aujourd'hui, elle a même frappé l'énergie nucléaire. Et tout le problème, c'est que Volodymyr Zelensky est prêt à soumettre l'accord de paix à un référendum national, même si la question de la cession d'une partie des régions de Donetsk et de Louhansk y est discutée. Pour organiser un vote, Volodymyr Zelensky exige des garanties de sécurité des États-Unis, que Washington tarde à accorder et suggère un autre ordre. De plus, le Kremlin continue de rejeter toute garantie de sécurité substantielle qui protégerait l'Ukraine d'une capitulation diplomatique ou militaire totale. La Russie ramène la question des garanties de sécurité à sa proposition du printemps 2022 lorsque le Kremlin proposait de devenir lui-même le garant de la sécurité de l'Ukraine. En gros, la Russie garantit verbalement qu'elle n'attaquera plus et l'Ukraine doit y croire. Et si la Russie attaque quand même, alors la Russie a un droit de veto pour interdire toute garantie à l'Ukraine. Bref, c'est complètement absurde. En même temps, Washington espère pour une raison quelconque qu'un accord de paix entre l'Ukraine et la Fédération de Russie sera conclu avant le début de l'été et fera pression sur les deux parties pour y parvenir. Ensuite, Trump aura les élections législatives au Congrès. Alors, y a-t-il une lumière au bout du tunnel de ces négociations, que disent les experts, et pourquoi précisément les garanties de sécurité sont-elles devenues la pierre angulaire de tout cela ? Je m'appelle Alexei Petchi. Avant de commencer à discuter du sujet, merci de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter cette vidéo et de suivre ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, je vais commencer par la toute dernière et la plus folle des nouvelles, puis nous allons tout mettre en ordre et discuter de toute étape par étape. L'analyse sera dans la seconde partie de l'émission. Dans la nuit du 7 février, les Russes ont de nouveau attaqué l'Ukraine, utilisant environ 400 drones et 40 missiles de différents types. Le matin, les forces aériennes ukrainiennes ont indiqué que l'ennemi avait lancé des missiles Tsirkon, Ksent Kalibra et des drones Shahed. La défense anti-aérienne a détruit 406 cibles, 24 missiles et 382 drones. Dans le même temps, on a enregistré l'impact de 13 missiles et de 21 drones d'attaque sur 19 sites, ainsi que la chute de débris de drones dans 3 autres endroits. Les frappes visaient surtout Lviv, Ivano-Frankivsk, Rivne et Vinnytsia. Selon le président Zelensky, la cible principale de l'ennemi était le réseau électrique, la production et les sous-stations de distribution. Donc ici, on voit clairement une tentative de couper complètement l'électricité en Ukraine, de la plonger dans un blackout et ainsi de forcer le peuple ukrainien à capituler. Le gouvernement indique que les sous-stations et lignes aériennes de 750 et 330 kW essentielles au système énergétique ukrainien ont été touchées. Les centrales thermiques de Bourchtyn et d'Obrodvor ont aussi été touchées. Mais ce n'est pas tout. Le président Volodymyr Zelensky a affirmé que les bombardements russes en Ukraine aujourd'hui ont atteint un niveau jamais osé par aucun autre terroriste au monde. Zelensky a informé que dans la nuit du 7 février, les Russes ont frappé des installations dont dépend le fonctionnement des centrales nucléaires. Vient alors une menace pour l'Ukraine et l'Europe. Voici une citation de Zelensky. Aujourd'hui, la production des réacteurs nucléaires ukrainiens a baissé, et l'un d'eux s'est arrêté automatiquement. Jamais aucun terroriste n'a osé de telles frappes. La Russie doit sentir la réaction du monde entier, de tous ceux qui s'inquiètent du danger. Moscou doit aussi démontrer que, pour elle, les négociations en cours comptent autant que les frappes et la guerre, et qu'elles doivent aboutir. Mais en ce moment, il y a de plus en plus de signes indiquant que les négociations sont à nouveau dans l'impasse. Zelensky affirme que les États-Unis suggèrent de mettre fin à la guerre Russie-Ukraine avant l'été et pourraient exercer une pression diplomatique selon ce calendrier. Trump veut maintenant se focaliser sur les élections de mi-mandat au Congrès et a besoin d'une victoire, même temporaire. Et ici, Zelensky a souligné que l'Ukraine propose depuis longtemps d'élaborer un plan clair et étape par étape, un séquence-plan,
qui définirait les actions des parties et les délais d'exécution des accords. Autrement dit, pas simplement un jour, mais de manière précise. Nous voulons que chacun comprenne les engagements et délais. Nous voulons mettre fin à la guerre et assurer la sécurité. Les Russes n'ont pas besoin d'un tel calendrier, leur but dans les négociations est juste de gagner du temps. Des sources de Reuters ont déclaré aujourd'hui que 4 séries de négociations russo-ukrainiennes à Abu Dhabi n'ont pas permis de faire avancer la question territoriale clé. La Russie continue d'exiger le contrôle de l'ensemble du Donbass, réclamant que les forces armées ukrainiennes quittent environ 5000 km² du territoire de la région de Donetsk. L'Ukraine juge ces exigences inacceptables, mais reste ouverte à des solutions créatives, comme une zone démilitarisée de libre-échange. Cette question reste en suspens, déjà souvent discutée, mais Vladimir Poutine refuse et réclame le Donbass. Aucun accord n'a été trouvé sur la centrale nucléaire de Zaporijia, qui fournissait avant la guerre 1/5 de l'électricité ukrainienne. D'après Reuters, la Russie a refusé la proposition de l'administration Trump de placer la centrale nucléaire de Zaporijia sous contrôle américain, fournissant de l'énergie au territoire russe et à l'Ukraine. Vladimir Poutine exige de garder le contrôle de la centrale et propose en échange de fournir à Kiev de l'électricité bon marché, c'est-à-dire celle de Zaporijia qu'il a volée à l'Ukraine. Et vous savez, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, je vais le répéter encore une fois. Les Russes sont un peuple qui vit selon des lois de voleurs absolument incompréhensibles. Les Russes ont clairement affirmé lors des négociations que cela leur appartenait. Nous avons volé cette station, donc elle est à nous, c'est-à-dire qu'ils vivent selon des lois où, si tu as volé quelque chose, c'est à toi. Ils disent « Nous avons volé et pris la centrale nucléaire de Zaporijia, elle est à nous ». Je vais maintenant révéler la principale incohérence des négociations. Comme je l'ai déjà dit, la question du cessez-le-feu et du contrôle du respect du régime de cessation des hostilités est actuellement en discussion. C'est pourquoi un groupe de négociation distinct, les militaires, a été créé. Ce n'est pas un hasard. Il est prévu que tout accord de paix éventuel soit soumis à un référendum national en Ukraine et que l'élection présidentielle ait lieu en même temps dans le pays. Les Américains exigent un vote au plus vite. Après les élections de novembre au Congrès américain, Donald Trump devrait se concentrer sur les affaires intérieures des États-Unis. Les Ukrainiens déclarent qu'il faut au moins 6 mois pour organiser un référendum. À Abu Dhabi, un compromis a été envisagé pour organiser le vote dès mai. Mais de quoi a-t-on besoin pour organiser un vote sur l'accord de paix ? D'abord un cessez-le-feu durable, puis des garanties de sécurité des États-Unis. Zelensky a clairement déclaré « Il ne peut y avoir aucun accord tant qu'il n'y a pas de garantie de sécurité de la part des États-Unis et des alliés occidentaux. » Pour tout vote en Ukraine, il faut un cessez-le-feu, et le Kremlin a l'habitude de ne pas tenir ses promesses, donc cette exigence est évidemment juste. Mais du côté de Trump, on dit ceci. Signons les garanties de sécurité seulement après la tenue du référendum sur l'accord de paix et après la signature de cet accord de paix. Et cela pourrait devenir un énorme piège pour l'Ukraine. Le Kremlin continue de rejeter toute garantie de sécurité substantielle qui protégerait l'Ukraine d'une capitulation diplomatique ou politique totale. Et ici, je fais référence à la déclaration du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, qui a confirmé la veille le refus du Kremlin d'accorder à l'Ukraine des garanties de sécurité de la part des partenaires occidentaux. Et il a rappelé le soutien aux soi-disant garanties de sécurité auxquelles la Fédération de Russie avait consenti lors des négociations à Istanbul en avril 2022. Je rappelle que le projet du protocole d'Istanbul de 2022 n'offrait pas de base pour des garanties de sécurité substantielles et aurait laissé l'Ukraine sans défense face à toute reprise de l'agression. Le projet prévoyait que la Russie serait considérée comme un État garant neutre de l'Ukraine et que la Fédération de Russie ainsi que la Chine auraient un droit de veto concernant le mécanisme de réaction à une future agression contre l'Ukraine. L'Ukraine s'engage à respecter la neutralité, à appliquer des restrictions strictes sur le lieutenant, sur le nombre et la composition de ses forces armées et à ne jamais accepter de droits militaires
et prévoit la reconnaissance des Ukrainiens pour introduire Ienko, pas Karina, vous encore Lavrov dans la réaction aux détenus, ce qui montre que le Kremlin considère toujours l'accord d'Istanbul de 2022 comme la base de tout futur règlement pacifique. Et ils ne souhaitent pas faire de compromis concernant leurs exigences, tant envers l'Ukraine qu'envers l'OTAN. C'est pourquoi je dis que les négociations sont à nouveau dans l'impasse. Et tout dépendra de savoir si les États-Unis d'Amérique accepteront finalement de signer les garanties de sécurité dès maintenant. Ou bien ils diront qu'ils attendront la tenue du référendum, ce que nous avons déjà établi comme impossible à organiser sans garantie de sécurité et de cessez-le-feu. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Les amis, si cette émission vous a été utile et intéressante, vous pouvez remercier notre travail par un don ou en vous abonnant au sponsoring sur YouTube. Tous les liens et toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.